Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Le salon de l'auto fait la part belle aux voitures hybrides et électriques, mais depuis l'entrée en vigueur de la réforme fiscale, les concessionnaires ont plus de mal à les vendre. C'est à la une de cette édition. Des récits et des odes au Tupuna. Le jury a décortiqué ce matin les textes des candidats au concours Arere à des spécialistes qui scrutent le choix des mots et les tournures de phrases. À ce travail sur les langues polynésiennes, justement, on en parlera avec un membre du jury, Edgar Tetahiotupa. Il est notre invité ce soir. Enfin, nous irons à Eatia où le Tauia Move se termine comme à chaque édition sur les très populaires Tauia Warriors, un parcours d'obstacles remporté cette année par la team de Hao. Les voitures dites propres ont-elles toujours la cote? Si ces véhicules représentaient jusqu'à présent 20% des ventes au salon de l'auto, les concessionnaires craignent un retrait avec la suppression d'un certain nombre d'aides fiscales. Esther à Paraocordette. Des voitures électriques et hybrides, il y en a partout au salon. Jean-Jacques tourne depuis un moment autour des véhicules 100% électriques qui présentent pour sa famille de nombreux avantages. Les voitures électriques, pour nous, ça peut être intéressant. Grâce aux installations solaires qu'on a à la maison, on pourra recharger la voiture économiquement, étant donné qu'on fait des économies aussi de carburant. Même si on se connecte sur le DT, ça reviendra toujours un petit peu moins cher au niveau puissance électrique. Innovation en termes de batterie, de vitesse et d'infrastructures de recharge ou encore moins de consommation d'énergie, Jean-Jacques pourrait franchir le pas. En gros, sur un véhicule électrique, on estime une économie de 30 à 40% par rapport à un véhicule essence. Lâcher l'essence pour une électrique ou une hybride, tous les consommateurs ne semblent pas vraiment séduits par l'idée. Et il n'y a plus de réelle volonté politique d'accompagner le développement de ces véhicules dits verts, notamment ceux dont la puissance dépasse les 5 chevaux. Il est clair que toute une frange de la gamme hybride électrique qui dépassait une certaine puissance, une certaine cylindrée, aujourd'hui n'est plus aidée. Donc clairement, les ventes ne sont plus possibles sur ces véhicules-là qui sont devenus trop chers puisque sans aide du pays, on ne peut plus les commercialiser. Mais 2 banques de la place soutiennent ces moyens de transport écologiques. Ces organismes proposent des taux d'emprunt préférentiels et font même des efforts sur l'assurance auto. 2 jours pour redécouvrir le patrimoine polynésien tout le week-end. Le musée de Tahiti et des îles propose des ateliers et des projections gratuites. Le public était au rendez-vous aujourd'hui. Voyez ce reportage. Le patrimoine maritime, c'est sur ce thème que le musée des îles a ouvert ses portes. A de quoi valoriser l'exposition Horué sur l'histoire du surf, prolongée jusqu'au 4 octobre, ou les documentaires du FIFO sur la mer. C'est la première fois qu'on célèbre les journées du patrimoine depuis l'ouverture du nouveau musée en mars 2023. Donc il n'y en avait plus depuis un certain temps. Donc la nouveauté en fait c'est plus par rapport au thème parce que ça change chaque année. Donc là on a un ensemble d'animations qui sont prévues et il y a l'ouverture libre aussi de la salle d'exposition permanente, donc la grande salle, celle que tout le monde a envie de visiter, et également la salle d'exposition temporaire où on a l'exposition Horué sur l'histoire du surf. Mais ce n'est pas tout. Le programme prévoit également des expositions sur la navigation, des ateliers de tressage et d'artisanat et des animations musicales. C'est très bien, mais moi j'invite aussi la population locale, en tout cas les Maheu, à venir d'abord s'approprier ou pourquoi pas transmettre à nos enfants, notamment la culture et tous les savoirs ancestraux. C'est important de le faire. C'est la raison pour laquelle au niveau du ministère de l'Éducation, nous sommes en train de revoir tous les programmes en histoire notamment. C'est vrai qu'il y a une grosse partie qui est faite au cycle 3 au primaire, mais le secondaire également. Donc on invite toutes les écoles à venir visiter et surtout les établissements secondaires parce qu'ils ne le font pas vraiment. Les enfants ne sont pas en reste puisque des ateliers de créativité sont animés par l'association des amis du musée, de quoi attirer les familles et les touristes.
Et le jury de la deuxième édition du concours Aréré s'est penché ce matin sur les textes écrits à la fois par des amateurs et des professionnels du Orero. Une vingtaine de textes ont été lus avec une grande attention. Ce concours d'écriture sur le thème des Tupuna est l'occasion pour les amoureux des langues polynésiennes d'exprimer leur attachement à leurs racines, mais aussi leur passion pour l'art oratoire. Pour en parler avec nous, nous recevons donc Edgar Tetahiotupa. Yorana Edgar. Yorana Davidson. Alors le jury s'est penché donc sur une vingtaine de textes ce matin. Comment est-ce que vous décortiquez ces textes? En fait, il y a déjà des catégories de textes pour les plus jeunes entre 11 et 17 ans et ensuite pour les adultes. Voilà, il y a des adultes qui débutent et il y a des adultes qui ont déjà commencé à écrire. Donc c'est une autre catégorie. C'est catégorisé. Oui, c'est catégorisé, oui. D'accord. Voilà. À ce stade, que vous inspirent justement ces textes? Il y a de très bons textes. L'idée, en fait, c'est toujours cette même idée, c'est d'encourager l'écriture, le parler des langues polynésiennes, parce qu'il y en a plusieurs en Polynésie française, et il y a de très beaux textes. Alors, à valeur inégale, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien, bon, voilà. Et par rapport à ces textes-là, il y a des prix qui sont décernés. En tout cas, 3 prix pour les 3 meilleurs textes. Il faut que ce soit des textes plutôt poétiques ou assez crus, comme on peut le voir dans certains Orero? Si c'est une forme poétique, si elle est très belle, et effectivement, il faut qu'on ressente quelque chose, en fait. Il faut que les jurys puissent ressentir quelque chose à la lecture du texte, tout en essayant comment dirais-je, de produire un beau langage, en fait. Et c'est ça. Ouais. Certains textes écrits par des amateurs, mais aussi par des professionnels, sont rédigés en mangarévien, vous le disiez. Oui. Il y a plusieurs langues. Il y a en rapa également ou encore en marquisien. Êtes-vous justement surpris par la qualité du lexique choisi? Moi, personnellement, oui. Cette année, on a un texte des Australes de Rimatara, mais il n'y a pas de texte marquisien malheureusement comme l'année dernière. Et pourtant, l'information est passée dans les médias. Moi, personnellement, oui, il y a des mots que je ne connaissais pas, voilà. Et donc, j'apprends aussi, mais c'est vrai que à travers les textes, parfois il y a un message, parfois il y a un cadre qui est décrit et qui montre des aspects de la vie des gens, mais parfois des aspects de la vie, il y a quelques années, mais aussi une projection en fait dans la vie d'aujourd'hui et après. Et c'est très intéressant. Est-ce que vous constatez une évolution depuis l'année dernière, depuis la première édition, sur la qualité de ces textes et le travail de leurs auteurs? Ce ne sont pas les mêmes auteurs de toute façon, enfin je pense. L'année dernière, il y a eu de très très bons textes. Cette année, il y a eu aussi quelques très bons textes. Voilà. Bon, comme je disais tout à l'heure, les de valeur inégale. Tous n'ont pas la même qualité et tous n'ont pas cette même, cette conviction, cette oui, vibration. cette vibration en fait lorsqu'on lit certains textes. D'accord. Vous vous êtes réunis à huis clos pour étudier ces textes, semble-t-il. C'est important qu'ils restent secrets jusqu'à la soirée du concours. Ce sera ma dernière question. Oui, tout à fait. Il faut que ça soit secret. Même la discussion, c'est entre nous, bien évidemment. Et ça ne sortira pas du... Pourquoi? Parce que c'est normal, de toute façon, on ne va pas commencer à parler de ce que nous avions discuté. De toute façon, dans la réglementation, dans le règlement, le jury, en fait, a le pouvoir de décider. Donc, on ne remet pas en cause la décision du jury. Merci beaucoup, Edgar Tetahiotupa, d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Le gouvernement de Michel Barnier voit enfin le jour après une longue période de crise politique dans l'Hexagone. Mais à peine dévoilé, le nouveau gouvernement très marqué à droite a fait grincer des dents. Le Premier ministre Michel Barnier s'entoure d'une équipe à grand format composée de 18 ministres, de 15 ministres délégués et de 5 secrétaires d'État. Thomas Chabrol avec l'AFP. Un gouvernement composé dans la douleur après de longues journées de tractation. La liste des ministres du gouvernement Barnier est enfin révélée. Fruit d'une coalition entre le camp présidentiel et les Républicains, le nouvel exécutif est très critiqué par l'opposition. Dans les rangs de gauche, on voit d'un mauvais œil l'arrivée du chef des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, au poste de ministre de l'Intérieur. Figure d'une droite très conservatrice, il tient une position très ferme sur l'immigration. C'est lui qui fera les décisions dans ce pays, puisque dans la navette parlementaire, tous les textes passent par le Sénat. Et que donc l'Assemblée vote ce qu'elle veut. À la fin, si on veut avoir le vote de LR, M. Macron sera obligé tout le temps de dire oui à M. Retailleau. L'homme clé de ce dispositif, ce n'est pas M. Barnier, c'est M. Retailleau. M. Barnier est un décor, une apparence, une illusion. Du côté des macronistes qui restent en poste, Sébastien Lecornu conserve les armées, Rachida Dati la culture. Seul visage de la gauche, Didier Migaud devient garde des Sceaux. Jusqu'alors président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'ex-député socialiste avait pourtant quitté la politique active depuis 2010. Enfin, les dossiers ultramarins sont confiés à François-Noël Buffet. Président de la commission des lois au Sénat depuis 2 ans, cette figure de la droite a enchaîné les missions d'information en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et aux Antilles. Club France, cérémonie de clôture, remise des médailles d'honneur à Champs-Élysées, programme chargé à Paris pour le champion olympique de surf. Kaolivast, un mois après les JO, l'athlète enchaîne sur les interviews sur l'Hexagone et souligne le potentiel de l'espoir du surf français. Esther Cugno avec l'AFP. Essayer de croquer, c'est un peu dur quand même. France 24, c'est à vous. Météo climat. Un mois après les JO, notre champion olympique de surf est retourné à Paris pour parader sur les Champs-Élysées, mais aussi pour écumer les plateaux télé. Très sollicité par les médias nationaux, Kaolivast a un planning chargé. Ça fait peut-être un mois maintenant que c'est fini et j'arrête pas d'enchaîner, mais que des belles expériences, que des personnes nouvelles que je rencontre. Rien que de finir les Jeux avec une belle parade et une remise de médailles de la Légion d'honneur. Samedi dernier, c'était incroyable. Toujours sur un nuage, il rappelle son objectif derrière les JO, celui de se qualifier pour le Championship Tour. J'ai pas tout mis mon focus dans les JO. Je me suis concentré d'abord sur ma qualif de CT. C'était ça le principal, c'est ça le but. Il espère aujourd'hui que sa victoire poussera les jeunes Français à croire en eux. Quand on est là, c'est difficile un peu de s'imposer aussi dans le monde. Là, c'est bon, là, il y a assez de Brésiliens, d'Australiens qui gagnent. Donc là, j'espère que ça va motiver un peu tous ces jeunes, tous ces espoirs du surf français qui méritent et qui sont assez même très forts là, qui arrivent. Donc voilà, et même pour nous, pour Tahiti, c'était génial d'avoir une victoire, un local et à la maison, c'était important. Objectif maintenant pour le champion olympique, se hisser parmi les 32 meilleurs surfeurs du monde pour disputer la dizaine d'étapes du CT. Direction Reateo, la 6e édition de la Tauria Move s'est achevée hier soir sur la finale du Tauria Warrior. À ce parcours sportif calqué sur le modèle du jeu télévisé, le parcours des héros a vu s'affronter une dizaine d'équipes. Il y avait du spectacle à Tuahurinhi. Jessica Doucet. Sélectionnées parmi les 22 délégations présentes à cette édition, 10 équipes participent à la finale du Tauria Warrior. Par équipe de 6, ils vont tenter de réaliser ce parcours semé d'obstacles et d'épreuves de force. FAA est la première formation à ouvrir les festivités. La plus grande difficulté, c'était l'araignée, parce que il y avait beaucoup de cordes et il n'y avait pas aussi l'accès qu'il fallait. Sauter, ramper, se faufiler, propulsés par les acclamations des supporters, chaque équipe redouble d'efforts. Il faut à tout prix battre le chrono des coureurs précédents. Le plus dur, c'était le sac, là où tu dois tirer, c'est un peu dur pour nous. Parce qu'on est maigre aussi, mais bon, on a réussi aussi à tirer le sac. Le plus dur pour moi, c'est au niveau de la rampe, quoi, parce que je fais tous ces parcours-là, et ensuite, t'es carrément, t'en peux plus, quoi.
Vainqueur en 2022, Mopiti revient cette année pour tenter de récupérer le titre. 5e équipe à passer, ils vont réaliser le meilleur temps du moment, 6 minutes et 10 secondes, et ne sera pas embêté pendant un temps. Et on a eu un bon temps, un bon résultat quand même. Et on est très content de notre résultat ce soir. Hein. Ouais, on a représenté notre île et on espère pouvoir garder notre titre. La joie ne sera que de courte durée. Dernière équipe à passer, Ho, à l'aise, boucle le parcours en 6 minutes et 8 secondes. Elle réalise également le meilleur temps dans la catégorie équipe de 2. Elle est donc la grande vainqueur de ce Tour à Move. La prochaine édition aura lieu à Tayarapu Ouest l'année prochaine. Plus de 700 fidèles de la communauté du Christ se sont rassemblés toute la semaine sur la perle du Pacifique à un congrès pour discuter des affaires de l'Église et de renouveler donc les dirigeants. L'occasion de sensibiliser la jeunesse à la montée des eaux. Jessica Doucet. Ils sont issus des 4 coins de la Polynésie. Rassemblés à Bora Bora, les responsables de congrégations de la communauté du Christ vont tout au long de la semaine décider de l'avenir de l'Église. La première discussion que nous devons faire, c'est le renouvellement déjà de nos dirigeants, c'est-à-dire de notre président, qui est une nomination émanant de l'Église mondiale, parce que nous sommes une Église attachée à l'Église mondiale. Et nous avons aussi la nomination de notre trésorier, qu'on appelle officier financier. Et nous avons aussi un sujet que nous allons débattre pendant ce rassemblement, c'est le statut de l'Église et le règlement intérieur. Les jeunes sont également du déplacement, comment les intéresser à la vie de la congrégation et les inciter à tenir un rôle dans l'Église. C'est l'objectif que se sont fixés les coordinateurs de ce congrès. C'est plus aller contre la drogue, c'est pour ça qu'on rassemble nos jeunes ici à Bora Bora. C'est plutôt dans ce sens-là. Et on veut aussi les pousser à rentrer dans l'église au lieu d'aller un peu partout faire des bêtises. Voilà. Vous avez remarqué que les jeunes n'étaient pas très intéressés? Oui, effectivement, oui. Parce qu'aujourd'hui, on découvre l'avancement de la vie, hein, avec toutes les choses nouvelles qui arrivent, qui fait changer Beaucoup de tentations aujourd'hui. Exactement, tentation, ouais, au niveau des jeunes. Guérir la terre, c'est le thème qu'a choisi l'Église cette année, la montée des eaux étant une des préoccupations de la communauté du Christ. C'est la fin de ce journal. Ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse, Waves, suivi de The Voice Kids. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous suivre. Excellente soirée sur TTM Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.